Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui donne aux parents et à tous les citoyens qui s'intéressent à l'école des clés pour la comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'EVARS, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui est un enseignement obligatoire, je le rappelle quand même, depuis 2001 et qui n'est enseigné finalement que dans 15% des écoles de France et qui fait aujourd'hui beaucoup de débats. Le Conseil d'État a quand même rendu un avis disant que cet enseignement obligatoire est tout à fait légitime et conforme à la loi. Et aujourd'hui, on a la chance de d'avoir Camille, professeure de SVT, alias Madame SVT sur les réseaux sociaux. Et donc l'idée de cet épisode, ça va être de vous apporter des réponses concrètes et des conseils qui seront loin des stéréotypes, et des tabous, qu'on peut avoir sur cet enseignement. Alors pourquoi c'est à l'école de faire ce travail-là? Que c'est pas mon rôle en tant qu'enseignant? Ou à l'inverse, pourquoi, c'est pas fait dans l'école de mes enfants alors que c'est obligatoire depuis 2001? Bref, on va essayer d'en parler sans phare et en toute simplicité avec Camille. Camille, merci beaucoup d'avoir accepté de parler de ce sujet qui n'est pas toujours évident. Alors, je sais qu'on a au moins un point commun, c'est d'être nés le même jour, mais pas de la même année. Donc, on est toutes les deux du 12-12. OK, ah je savais pas. Et je crois, et donc pour démarrer cet épisode, je crois qu'on t'a envoyé une petite enveloppe. Alors, Oui, si tu veux bien l'ouvrir. cool, je l'ai reçu hier. Oh, trop bien! Ah ouais, non, j'adore ça en plus. Oui, c'est complètement une Madeleine de Proust. C'est trop bon. Les Ah ouais, ça Kinder. Et je ouais, crois les que tu fameux quand tu étais Kinder. petite, tu les mettais à l'intérieur d'un pain beurré et justement, enfin, je crois que tu avais, 9 ans, en 2001, qui est, la date de l'année où on a commencé à enseigner, à rendre obligatoire, Oui, cet plutôt. enseignement à la vie, relationnelle. La première question que j'avais envie de te poser, c'est à l'heure où on mange des Kinder dans du pain beurré, est-ce qu'on peut commencer à parler du corps et de la vie affective? Est-ce que tu te souviens d'un prof qui aurait commencé à te parler de ça quand tu avais 9 ans? Alors vraiment pas du tout. Alors c'est vrai que comme tu dis, c'est à partir de 2001 que cet enseignement est devenu obligatoire à l'école. Mais on est bien d'accord que ça a pas du tout été mis en place, à ce moment-là. D'ailleurs, c'est toujours pas correctement mis en place aujourd'hui. Et j'ai vraiment pas de souvenir avant la quatrième qu'on ait pu me parler, de tout ça. Alors, pas quand on dit de parler du corps, on parle pas forcément de sexualité, on parle de, connaître son corps, qu'est-ce qui est, à soi, de parler de l'intimité, du consentement et cetera. Mais c'est vrai que en tout cas, à mon époque, on n'en parlait pas du tout. C'était tabou alors que c'était, finalement un enseignement, assez nécessaire qui était rendu obligatoire depuis tant d'années. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer, qu'est-ce que c'est les VARS aujourd'hui et qu'est-ce que ce n'est pas aussi? Pour essayer de casser, un petit peu les préjugés et de couper court à toutes les allégations un peu ubuesques dont on entend parler ici et là. Alors, en fait, l'EVARS, fait un peu peur parce qu'il y a le S de sexualité, hein, dans cet acronyme. Il faut savoir que déjà, ce n'est pas, un enseignement à la sexualité en élémentaire. Le S de sexualité n'apparaît qu'à partir du collège, donc pour le collège et le lycée. Donc avant, on va plutôt parler de vie, affective et relationnelle, comprendre ses émotions, connaître son corps, savoir dire non et cetera. Donc ça, c'est en élémentaire, donc il faut pas que les parents s'inquiètent, qu'on puisse, pervertiser leurs enfants, qui sont en élémentaire et tous les termes de tout ce qui est, contraception, consentement et cetera, c'est des choses qui arrivent qu'à partir de la cinquième en fait, dans le programme. Donc c'est vraiment le but, c'est vraiment de sensibiliser les enfants, au consentement, à la gestion de leurs émotions, réussir à reconnaître ce que c'est l'amitié, des choses comme c'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Sensibiliser au harcèlement, essayer de reconnaître, des situations de harcèlement et cetera. Donc en fait, ça englobe vraiment, la les relations, aux autres et à son corps, en fait. Et toi, tu es prof de SVT, est-ce que enfin, quelles sont les pires phrases et les pires moments que tu as entendus, quand tu t'es mis à enseigner, en fait, les VARS? Alors nous, c'est vrai qu'en SVT, l'EVAR, c'est un peu, je sais pas comment dire, fait partie en fait du programme de SVT. Les VAR, c'est pas forcément des séances, dédiées à ça. Ça peut être, un peu on peut en parler un petit peu en EMC avec, l'égalité filles-garçons, par exemple. C'est aussi en SVT du coup avec tout ce qui est, enseigner la puberté, les changements du corps en sixième, e et cetera.
Sur tes réseaux, je crois que tu partages une phrase qui dit, «T Toi, tu es prof de SVT, tu t'y connais en reproduction, ha ha ha». Ouais. Oh là là, ouais. Mon Dieu, oui, alors ça, c'est pas pour le coup, c'est pas les élèves qui me sortent ça, mais mais c'est vrai que des fois, j'ai des phrases, qui moi, il y a une phrase qui m'a particulièrement marquée, d'élèves de seconde. Alors on sait qu'aujourd'hui, les élèves sont très tôt, exposés à la pornographie et en seconde, il y a quand même un élève, qui était choqué sur un schéma que les femmes aient des poils pubiens et en seconde, donc à peu près 15 ans. Et il était vraiment choqué que je lui dise que, bah, si, en fait, les femmes ont des poils pubiens. Donc vraiment là, je c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit que les VAR, c'était vraiment super important parce qu'en fait, ils apprennent des choses en lien avec la sexualité, avec la pornographie, avec les réseaux sociaux et pas, voilà, il faut leur donner les réponses, en fait. C'est pour ça, pour moi, c'est pour ça que c'est si important qu'on en parle à l'école pour éviter qu'ils aillent chercher des réponses à leurs questions, un peu n'importe où. On va y revenir justement sur la partie, plus, numérique. Mais sur un 1 champ de questions, j'aimerais bien qu'on explique un petit peu pourquoi l'école doit se saisir de ce sujet-là. Alors je vais quand même lire deux trois chiffres, hein. C'est environ 160 000 enfants qui sont victimes chaque année de violences sexuelles en France. Parmi ces victimes, on a, 77 des violences qui sont commises au sein, de la famille. C'est ce que révèle le rapport de la Civise. Et donc là, on commence à comprendre pourquoi c'est important que l'école puisse, fournir, un enseignement, de ce type pour faire de la prévention et protéger les enfants et leur intégrité physique. Et effectivement, seulement 15 des élèves bénéficient de cet enseignement obligatoire parce qu'il y a beaucoup de peur, et de tabous et d'opposition un petit peu idéologique autour de cet enseignement-là qui est finalement pourtant assez, naturel et avec en tout cas un vrai enjeu, de prévention. Alors pourquoi, à ton avis, cet enseignement déchaîne les passions et les critiques et est-ce que toi, tu as été confronté comme ça à des parents qui ne comprenaient pas pourquoi il fallait enseigner, les VARS à l'école? Pourquoi est-ce que ça déchaîne autant les passions? Bah, c'est vraiment une vraie question. Je comprends pas, en fait. Pour le coup, je comprends vraiment pas, comment des parents peuvent être opposés au fait qu'on apprenne à leurs enfants à se protéger. Enfin, à se protéger vraiment dans le sens, se protéger des violences. C'est quand même quelque chose qui est hyper important. On entend beaucoup parler, ça a fait beaucoup de bruit dans l'actualité. En plus, il y a un nouveau programme qui est sorti là, en début d'année. Alors qu'en plus, d'un coup, là, ça déchaîne les passions alors que ça existe depuis 2001. Donc pourquoi d'un coup, d'un seul, tout s'enflamme? Je ne sais pas. Et surtout, bah, oui, on apprend à la aux enfants à savoir reconnaître des situations de violence, à savoir dire non, à savoir connaître leur corps, comprendre ce que c'est le consentement. Enfin, c'est des choses qui me paraissent tellement essentielles que je ne comprends pas comment certaines associations de parents, peuvent vraiment, y être opposées. Alors, il y en a certains qui disent que c'est à eux de faire cet enseignement-là à la maison et cetera. Mais comme tu as dit, pour reprendre les chiffres dont tu as parlé, bah, en fait, malheureusement, il y a certaines familles qui ne sont pas, sécurisantes et safe, en tout cas, pour parler de ça. Donc le fait de le faire à l'école, ça harmonise un petit peu. Au moins, on est sûr que tous les enfants aient cet enseignement-là, dans de bonnes conditions et qu'ils puissent reconnaître aussi des adultes, à qui ils peuvent demander de l'aide éventuellement si besoin. Et c'est le Conseil d'État, hein, dans cette décision, là du 27 juin 2025, donc c'est récent, qui a jugé que le programme de l'éducation, à la vie affective, relationnelle et sexuelle était conforme à la loi et donc il ne porte pas atteinte à l'autorité parentale, il respecte bien la neutralité du service public et il s'adapte par ailleurs à chaque niveau scolaire. Comment toi, tu arrives à trouver, les mots justes pour parler de tout ça? Alors, ce qu'on conseille, aux personnes qui interviennent auprès des enfants, sur ces sujets-là, c'est de partir de leurs mots, en fait. C'est de les laisser s'exprimer, hem, alors souvent, quand c'est, par exemple, en élémentaire, on va partir d'un album jeunesse, par exemple, pour commencer à parler de ce genre de sujet, et de toujours parler avec douceur, avec des mots adaptés. Au collège, on parle plutôt, on commence plutôt avec toute la partie biologie, parce que bah, moi, SVT, pour le coup, je vais vraiment parler de l'anatomie, des parties du corps et cetera. Hem et on peut faci moi, en général, je commence avec la fameuse boîte à questions. Alors, je sais que j'ai pas mal de collègues qui font ça. J'ai une boîte à questions et quand je fais cours sur ces sujets-là,
À la fin de chaque cours, je distribue un petit bout de papier à chaque élève et chaque élève doit m'écrire un truc dessus. Alors, des fois, je leur dis: «Si vous n'avez pas de questions», ce qui est forcément possible. Je dis: «Si vous n'avez pas de questions, vous m'écrivez, une parole de chanson, la recette de cookies de votre grand-mère, ce que vous voulez, je m'en fiche. Mais vous m'écrivez un truc sur ce papier et vous le mettez dans la boîte à questions». Et en fait, le cours d'après, ça me laisse moi aussi un peu de temps de de lire les questions et d'intégrer le truc. Et au cours d'après, du coup, je peux répondre à leurs questions, avec leurs mots et ça en général, ils se sentent entendus et ça permet, d'ouvrir le sujet. Alors, il y a toujours des élèves qui sont hyper à l'aise avec le sujet, d'autres qui le sont beaucoup moins. Mais la boîte à questions, ça peut être vraiment une façon, très utile De de lancer le dialogue, en fait. de partir d'eux, quoi. Ouais, c'est ça. Pour toi, ce qui est le plus, facile, à enseigner, dans les VARS, c'est quoi? Et qu'est-ce qui est le plus difficile, à enseigner? Alors pour moi, le plus facile, ça va être tout ce qui est biologique, en fait. Voilà, l'anatomie, la contraception, tout ce qui est moléculaire, les hormones et cetera. Les changements du corps avec la puberté, pour moi, c'est ce qui est le plus facile parce que, bah, ça fait partie de ma discipline. Après ce qui est plus difficile, ça va être de venir de parler de sujets, plus délicat, parler de pornographie avec des ados, c'est pas hyper simple. Parler de violences sexuelles et cetera, c'est voilà des sujets qui sont sensibles et je pense que c'est facile pour personne de parler de ce genre de sujet. Mais, Parce que pour ça, le c'est des coup sujets qui t'amènent, en fait, parce que c'est évidemment pas dans le programme de parler de pornographie. non. Donc c'est qu'ils te posent des questions finalement, qu'ils n'osent peut-être pas poser à leurs parents ou à d'autres personnes et donc Mmh. c'est, voilà, comment tu régules concrètement des sujets qui évidemment sont pas dans le programme. Il faut le rappeler parce qu'il y a plein de délires, hein. Je lisais des parents qui pensent qu'on enseigne, je sais pas quoi, les positions sexuelles à l'école. Mon J'imagine Dieu. mal un enseignant faire ça. Ouais, Donc non, clairement pas. c'est évidemment pas le sujet. Par contre, il y a évidemment des questions des ados qui remontent et là, la question, c'est est-ce que, fin de non-recevoir, je traite pas et je dis, «Débrouillez-vous» ou est-ce que je traite et comment je traite ces sujets qui sont pas dans le programme, mais qui peuvent émerger dans un cours, quoi? Ouais, c'est ça qui est un peu difficile, c'est que justement, c'est quand même souvent ce genre de truc qui émerge parce que, bah, si ils savent pas à qui poser la question et bah, bingo, c'est pour moi, en général. Donc, ouais, soit renvoyer vers des personnels de santé quand c'est de l'ordre médical, quand après tout ce qui est pornographie éventuellement, évidemment, on n'enseigne pas, la pornographie, mais on fait quand même de la sensibilisation à, tout ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux, sur internet et cetera. Donc on peut facilement quand même switcher vers, ces sujets-là, pour voilà, essayer de leur faire comprendre que ce qu'ils voient sur internet n'est pas forcément enfin, n'est pas la réalité et cetera. Donc ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit, bah, en tout cas dans la pornographie et sur les réseaux sociaux et cetera et bah, en fait, c'est pas la réalité. On montre ce qu'on a envie de montrer et ça permet du coup là, c'est pour le coup, c'est tous les ans, dans toutes les classes, j'ai cette possibilité de faire cette petite, prévention, même si c'est un petit quart d'heure comme ça en fin de cours ou un peu, limite à la sortie de la classe, mais j'ai toujours cette possibilité et c'est vrai que c'est pratique quand même. On a quand même pas mal de enfin, c'est toujours une je sais pas trop comment dire, il faut toujours, jongler en fait, et essayer de rester dans le cadre et en même temps, rester à sa place, d'intervenant Evras avec, les ressources que nous on a et des choses des questions auxquelles on ne peut pas répondre, on n'a pas parce qu'on n'a pas les ressources pour le faire et savoir renvoyer vers les bonnes personnes. Donc c'est pas toujours évident, c'est pour ça qu'il y a vraiment une vraie formation à suivre pour réussir à intervenir auprès des ados parce que c'est pas toujours évident. Mmh. Et est-ce que tu vois une différence entre les garçons et les filles? Enfin, on sait que les garçons, notamment, à l'adolescence, sont très exposés à des contenus, masculinistes, par exemple, qui peuvent être assez, violents sur la question de l'égalité filles-garçons. Est-ce que tu débunks un peu? Est-ce que tu pars de contenus, auxquels ils peuvent être exposés pour, essayer voilà, de prendre le contre-pied ou d'expliquer de décoder, d'expliquer ce qui se joue derrière? Je trouve ça vraiment intéressant le sujet de l'égalité filles-garçons, c'est vraiment un sujet super intéressant. On en parle du coup en SVT, en EMC aussi, ça fait partie de l'EVRAS finalement. Mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont tellement, tellement importants. Je sais pas du tout si les parents, ils se rendent compte que c'est ce genre de choses aussi qu'on qu'on aborde en EVRAS.
parce qu'eux, ils pensent, à la sexualité, mais en fait, on parle de tellement choses, indispensables pour la vie, en fait, en société, tout simplement. Mais oui, on essaye de débunker dans la mesure du possible. Alors étant Mmh. sur les réseaux, moi, je vois un peu des trucs passer aussi, donc ça me permet des fois de leur dire: «Vous avez vu cette vidéo-là? Il y a rien qui vous choque?» Voilà, de partir de ce genre de choses. C'est un sujet pas simple. En tant que parent, la question c'est un petit peu quelle est ma place? C'est-à-dire, il y a ceux qui osent, il y a ceux qui osent pas. Donc si tu avais une seule chose à dire aux parents, concernant cet enseignement-là, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, je leur dirais, d'aller le programme d'Evras est disponible en ligne sur le site de l'éducation nationale. Je leur conseillerais très vivement d'aller le lire, en fait, pour se faire sa propre idée, de voir ce qui est fait en classe et ce qu'eux peuvent apporter en plus, pour, que leur enfant, en fait, soit complètement informé de tous ces sujets-là et puisse se sentir libre d'en parler, en fait, autant à leurs profs si besoin qu'aux parents. Parce qu'évidemment, c'est pas il y a si les profs font le boulot, tout seuls dans leur coin, ils y arriveront pas. Si les parents font le boulot tout seuls, bah, c'est moins facile aussi. En fait, il faut vraiment agir, en équipe pour que ça fonctionne, en fait. C'est pour les VRAS, mais comme tout le reste, en fait, dans l'éducation, finalement. Et le bon moment finalement pour, aborder, cette question de la vie, affective, relationnelle, c'est quel âge? Enfin, alors on a bien vu, hein, tu l'as rappelé à juste titre, hein, que le S n'intervient qu'à partir du collège, et en même temps, ça pose des questions parce que les enfants, les plus vulnérables finalement aux violences, sexuelles, l'âge moyen c'est plutôt 8 ans. Et donc la question, c'est comment, faire de la prévention, douce, sans choquer? Enfin voilà, comment, enfin quel est le bon âge pour parler de quoi, en tant que parent? Je pense qu'il y a pas de à partir de. Moi, personnellement, j'ai une fille qui a 4 ans et je pense que déjà à 4 ans, on peut leur apprendre plein de choses. Dès le plus jeune âge, essayer de nommer, par exemple, les parties intimes par leur vrai nom, vulve, pénis, c'est pas des gros mots, c'est des vrais mots. Ça leur permet de mieux connaître leur corps, leur expliquer, par exemple, que, on va lire des il y a plein de bouquins aussi sur ce sujet qu'on peut lire avec eux. Souvent qu'ils vont lire à l'école, hein, d'ailleurs, avec la maîtresse et cetera. Je pense qu'il y a pas d'âge, à partir je pense que si ça a été tabou, jusqu'à 7 8 ans et que d'un coup on leur parle de ça, bah, forcément ça peut faire un peu bizarre à l'enfant. Je pense que le mieux c'est de commencer dès tout petit, en fait et de nommer les choses avec leurs vrais mots. Alors c'est peut-être la scientifique en moi qui parle, je sais pas. Mais utiliser les vrais mots, en fait, pour leur expliquer, que leur corps, c'est leur corps. Alors, je sais pas si tu as vu, il y a une vidéo que j'ai repartagée aussi dans ma story Instagram de Nourri, du compte Les Maternelles sur Instagram, où elle explique justement à ses élèves. Alors elle est instite du coup en maternelle, professeure des écoles pardon, en maternelle et du coup elle explique, bah, voilà que, il y a un enfant dans la cour qui a touché les fesses d'un autre enfant et du coup cet enfant-là, il s'est senti mal et cetera et pourquoi? Et parce que, bah, ses fesses, c'est son corps, c'est son intimité et personne n'a le droit d'y toucher et ouais, ça reste des faut utiliser des mots très simples, même s'ils sont quand ils sont petits, il y a pas de problème, tant que faut verbaliser, en fait. Je pense que c'est comme pour tout, comme pour les émotions, comme pour, voilà, tout et à partir du moment où on le verbalise et que ça devient quelque chose de normal, je pense, ou en tout cas j'espère, moi, que ma fille, quand elle sera ado, elle viendra me poser des questions si elle en a. Mais, mais ouais, dès tout petit, en fait. Dès tout petit, Mmh, nommer les choses telles qu'elles sont, ne tout à fait. pas, avoir peur, de nommer, et de mettre un tabou là où il y a pas lieu d'être. Enfin, une Mmh, joue, c'est une joue, un nez, c'est un nez. tout à Voilà, fait. pourquoi on ne nommerait pas les parties intimes et avec un enjeu effectivement de donner conscience à l'enfant que, ça lui appartient et Mmh, que personne n'a le droit, d'y toucher. Mais je trouve que des gens comme toi, en tout cas, sont extrêmement rassurants quand, on est parent et qu'on se dit: «Ah là là, mais qu'est-ce qu'ils vont leur raconter?» ou donc voilà, quand il y a une prof de bio qui dit: «Bon, on va juste nommer les choses, on va essayer de faire, de la prévention des violences et juste d'apprendre à nommer son corps», on est plutôt, je pense, rassuré en tant que parent, sur le fait qu'on n'est pas dans un délire, et on entend beaucoup, hein, à la fois, «Oui, vous allez enseigner les positions sexuelles, vous allez enseigner je sais pas quoi, la
théorie du genre, où vous allez les pousser à changer de genre, enfin, comme si c'était la vocation, des profs, woke Ouais. de, On a que ça à faire en plus, c'est bien parce que oui, c'est ça. tout à fait. On a à peine le temps de finir le programme de C'est SVT, mais on ça, va se tout à rajouter fait. ce truc-là, hein, qui est Mmh. hyper, confortable et En plus, oui, c'est vraiment un sujet hyper facile à aborder, donc allons-y. mais c'est là où on voit qu'il y a beaucoup de peur, Mmh. et que, notre rôle, collectivement, c'est, voilà, encore une fois, de rassurer et de mettre l'intérêt, supérieur de l'enfant, Ouais, c'est au-dessus de ça. tout. Alors Camille, est-ce que tu préfères l'odeur du labo après une manip de dissection de grenouille ou l'odeur de la forêt après la pluie? Mais c'est quoi cette, on fait plus de dissection de grenouilles. En plus, la grenouille, c'est vraiment alors il suffit de regarder mon logo, la grenouille, c'est mon animal totem, quoi. Donc non, je déteste l'odeur de la dissection et je déteste les dissections même. Je fais parce que c'est important, mais je déteste ça. Donc évidemment, je préfère l'odeur de la forêt après la pluie. Alors, entre ne rien faire ou faire des bêtises, c'était quoi ton truc préféré à l'adolescence? Bon, à faire des bêtises, c'est plus marrant quand même. Ta plus grosse bêtise, tu t'en souviens? Je Avouable. crois que c'était quand j'étais avouable, ouais, oui, parce que je réfléchis justement. C'est quand j'étais en première, je suis arrivée très en retard en cours de maths mais vraiment très en retard enfin, en tout cas, je sais pas si c'est ma plus grosse bêtise, mais c'est la fois où j'ai eu le plus honte, en tout cas. Et en fait, la porte ne s'ouvrait pas bien et j'ai poussé très fort sur la porte et je me suis étalée de tout mon long, sur l'estrade au pied de la prof. Waouh, quelle entrée Ouais, fracassante! ouais, là, en plus, c'était en tout début d'année, elle a dû dire: «OK, super, l'année commence bien». Ouais. Tu es assez, militante, de la reconnaissance des femmes, scientifiques. Ce serait quoi ton héroïne scientifique préférée? Il y en a une que j'adore, c'est, Rosalind Franklin, qui est du coup, celle qui a découvert la structure de la molécule d'ADN et qui, en plus, s'est fait voler sa découverte par des hommes, qui ont été reconnus et qui ont reçu le prix Nobel en 1962, si je dis pas de bêtises et qui, elle, a été longtemps oubliée, alors que sans elle, on saurait peut-être toujours pas à quoi ressemble la molécule d'ADN et je l'enseignerai pas à mes élèves de seconde tous les ans. Merci, beaucoup, Camille, pour, ce partage, sur un sujet qui est pas facile et merci à vous toutes et tous qui êtes derrière votre écran. Vous êtes, chaque jour, un peu plus nombreux, donc n'hésitez pas, si ce contenu vous a, semblé utile, à, le partager, le commenter et à vous abonner, à la chaîne. Je serais ravie de vous retrouver toujours plus nombreux demain pour d'autres épisodes et n'hésitez pas aussi à me dire, en commentaire qui vous aimeriez qu'on interviewe dans un prochain épisode de l'émission École et moi. À très bientôt. Plein de professeurs différents. Pardon, mon chat, décidément, pas derrière moi. C'est du Plein direct. on a aussi du coup plein de profs qui sont, formés à